Merci Muriel encore une fois. Et donc nous allons enchaîner sur la table ronde. Cette table ronde comporte 3 exposés. Il y aura une première présentation sur l'atteinte hépatique de la mucoviscidose par le professeur Dominique Debré, que vous connaissez tous de l'hôpital Necker. Ensuite, le professeur Alain Lachaud nous parlera de la maladie de Wilson, qu'il connaît bien. Et puis enfin, nous terminerons par le docteur Mathias Ruiz, qui travaille également à Lyon, qui nous parlera du déficit en alpha-antitrypsine. Les questions auront lieu après les 3 présentations. À tout à l'heure. Je voulais d'abord vous remercier de m'avoir invité à cette table ronde et je vais effectivement me concentrer sur les nouveautés concernant l'atteinte hépatique au cours de la mucoviscidose. Voici mes conflits d'intérêts. Tout d'abord, je voudrais vous dire 2 mots des modifications finalement de l'épidémiologie de l'atteinte hépatique depuis cette dernière décennie. Quelques mots concernant les nouveautés phénotypiques de l'atteinte hépatique, avec un mot bien sûr qui portera sur l'hypertension portale non cirrhotique et qui nous amène évidemment à devoir réviser la définition de l'atteinte ou de la maladie hépatique associée à la mucoviscidose, les nouvelles modalités diagnostiques non invasives, et notamment l'élastométrie, et puis bien évidemment l'espoir thérapeutique avec l'utilisation des modulateurs de CFTR. Alors tout d'abord, sur le plan épidémiologique, vous avez à gauche les anciennes courbes épidémiologiques de l'incidence de l'atteinte hépatique au cours de la mucoviscidose, celle publiée par Carla Colombo en 2002 et puis ensuite le travail de Thierry Lamireau publié en 2004, où on voit très clairement qu'au-delà de l'âge de 18 ans, eh bien, l'incidence de l'atteinte hépatique atteint un plateau, autrement dit, pas de nouveaux cas d'atteinte hépatique au-delà de l'âge de 18 ans à l'âge adulte. Sur la figure de droite, eh bien, vous voyez cette nouvelle courbe d'incidence qui a été publiée en 2018 et qui porte sur des données du registre France, incluant plus de 3000 patients mucoviscidosiques. Et on voit très, très clairement que l'atteinte hépatique définie sur des critères composites qu'on avait publiés en 2011 associant des données cliniques, biologiques et échographiques augmente de façon progressive, mais largement au-delà de 18 ans. L'incidence continue d'augmenter avec de nouveaux cas incidents à l'âge adulte. Et puis, ce qui est encore plus particulier, c'est la courbe bleue qui représente les formes sévères d'atteinte hépatique avec hypertension portale, où là aussi, on voit une augmentation régulière de l'incidence à l'âge adulte, qu'on avait calculée à 1% par an à partir de l'âge de 5 ans pour atteindre 10% à l'âge de 30 ans et qui est probablement le fait de la reconnaissance de cette nouvelle entité qu'est l'hypertension portale non cirrhotique qui apparaît de plus en plus évidente chez les adultes. Si on regarde ici les différentes manifestations de la maladie hépatique associée à la mucoviscidose et donc associée au défaut d'expression de CFTR au niveau des cholangiocytes, qu'on appelle en anglais CFLD pour Cystic Fibrosis Liver Disease. Vous avez bien sûr la fibrose biliaire, des anomalies biliaires et puis surtout la cirrhose biliaire multilobulaire qui concerne 2 à 8% des patients mucoviscidosiques, qui se développe essentiellement chez l'enfant et qui est à l'origine d'une hypertension portale précoce, en général évidente au cours de la seconde décennie et dans les premières années de l'adolescence. En revanche, ce que l'on a appris ces 10 dernières années, c'est que cette hypertension portale ne définit pas l'existence d'une cirrhose et que très clairement, il y a un nombre de patients qui développent de façon très lentement progressive une hypertension portale non cirrhotique liée en fait à une vénopathie portale oblitérante ou maladie porto-sinusoïdale telle que vous l'a décrit il y a un instant Muriel. Cette hypertension portale non cirrhotique, si on retourne dans les données rétrospectives de la littérature, eh bien on voit déjà qu'en 2002, Lewindon rapportait 13 enfants avec une hypertension portale sévère définie par l'existence de varices ésophagiennes et qui n'avaient pas de cirrhose sur le plan histologique. D'ailleurs, on a longtemps dit que la biopsie hépatique n'avait pas beaucoup d'intérêt chez les patients mucoviscidosiques parce qu'il y avait à l'évidence un biais et qu'elle pouvait sous-estimer la fibrose compte tenu de son caractère focal. Mais vraisemblablement, c'est parce qu'il existait
déjà ces cas d'hypertension portale non cirrhotique. Muller-Abt en 2008 rapporte également 11 enfants avec hypertension portale et varices, sans cirrhose sur le plan histologique. Et c'est finalement à Peter Withers en 2011 que revient l'attribution de cette hypertension portale sans cirrhose à une maladie portale veineuse oblitérante. Il avait dans cette série 12 enfants avec varices ésophagiennes. 7 d'entre eux n'avaient pas de cirrhose, avaient une fibrose F0 et au maximum F3. Et il a étudié 2 de ces enfants par phlébographie sushépatique et confirmé l'absence de gradient de pression, donc en faveur d'un obstacle pré-sinusoïdal. Et puis, plus récemment, je vous invite à lire cette revue de VUE, publiée en 2019, 17 enfants greffés du foie pour entre guillemets, cirrhose et hypertension portage, à un âge médian de 15 ans, eh bien, 17 n'avaient pas de cirrhose, 94% une hyperplasie nodulaire régénérative, et dans 65%, ils avaient pu attribuer celle-ci à une maladie portale veineuse oblitérante. De même, chez l'adulte, vous avez des données tout à fait similaires et je vous invite à lire ces 2 publications de Sophie Hiller de l'hôpital Foch qui a rapporté également leur expérience de 10 patients greffés avec une hypertension portale sévère, 9 poumons-foie et une transplantation hépatique isolée, 8 de ces foies explantés n'avaient pas de cirrhose, mais des caractéristiques évidentes de vénopathie portale oblitérante. Et vous avez ici en bas à gauche une image histologique d'un foie explanté. Donc, c'est vraiment un nouveau phénotype et qui amène évidemment toute la communauté scientifique à revoir la définition de l'atteinte hépatique de façon à mieux en préciser l'épidémiologie, la fréquence, l'évolution, et puis surtout, à l'heure des nouveaux essais thérapeutiques, il est particulièrement important de bien classer ces patients. Donc, pendant longtemps, on a utilisé des critères composites associant les anomalies de l'examen clinique, biologique et échographique. Aucune de ces anomalies n'est spécifique. Et la tendance actuelle est de se dire qu'il vaudrait mieux définir la population des enfants atteints de mucoviscidose, mais adultes également, les classer sur le plan phénotypique, cirrhose, oui ou non, sur des critères radiologiques, histopathologiques ou élastométriques, avec ou sans hypertension portale, avec ou sans insuffisance hépatocellulaire, et puis définir les patients ayant une atteinte hépatique mais sans cirrhose, et mieux les caractériser. Il y a ceux qui ont des anomalies biologiques isolées et ou des anomalies radiologiques et ou une stéatose et ou une fibrose hépatique et ou une hypertension portale. Et puis enfin, le 3e groupe sans signe d'atteinte hépatique. Nous avions proposé cette classification phénotypique à l'occasion d'une réunion d'experts américains et européens. Et nous sommes en train de retravailler ensemble afin d'obtenir un consensus au niveau des sociétés savantes EPSGAN et NAPSGAN, avec une publication attendue en 2021, de façon à bien catégoriser les patients, bien distinguer ceux qui ont une maladie hépatobiliaire des autres manifestations, bien distinguer ceux qui ont une cirrhose sans hypertension portale ou avec hypertension portale de ceux qui ont une hypertension portale sans cirrhose. Ces points nous paraissent essentiels pour se lancer ensuite dans des évaluations soit thérapeutiques, notamment à l'ère des modulateurs de CFTR. Les derniers points sur lesquels je voulais apporter, c'est de façon extrêmement brève, ceci dit, ce sont les outils actuellement disponibles en 2020 pour préciser le diagnostic d'atteinte hépatique et notamment de fibrose hépatique et notamment ces méthodes non invasives qui se sont largement développées. Je ne parlerai pas des marqueurs biologiques, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il apparaît dans les études qu'une augmentation persistante de l'activité gamma-GT est prédictive du développement d'une cirrhose. Je ne parlerai pas de l'échographie, mais qui reste quand même l'examen clé, avec là encore pas mal de données qui montrent qu'un foie hétérogène à l'échographie est prédictif d'une évolution cirrhogène. Mais je parlerai surtout
quelques mots de l'élastométrie qui, effectivement, s'est largement développée et particulièrement développée dans cette population mucoviscidosique. Alors, ces méthodes d'élastométrie, elles sont nombreuses. Elles ont fait l'objet de nombreuses publications, qu'il s'agisse de l'élastométrie impulsionnelle par fibroscan, qu'il s'agisse de l'élastographie supersonique shear wave, ou encore de l'étude de la dureté du foie par élastographie IRM. Je n'ai pas le temps de faire une revue générale de toutes ces publications. On a fait une petite mise au point que je vous invite à lire dans Current Opinion Gastroentérologie. Mais d'une manière générale, ces études, ces techniques, je veux dire non invasives d'études de la fibrose, sont reproductibles. Elles ont une bonne performance diagnostique pour distinguer les patients avec ou peu de fibrose F0, F2 de ceux ayant une fibrose avancée ou une cirrhose et peuvent tout à fait être utilisées pour un suivi longitudinal. Je montre brièvement des données qui sont d'une étude que nous avons réalisée ici à Necker pour comparer 3 techniques d'élastographie, fibroscan, shear wave et résonance magnétique, et qui vous montre sur une population de 55 enfants qui ont été classés en 3 groupes en fonction des données échographiques. Groupe 1, signe de cirrhose ou hypertension portale. Groupe 2, foie hétérogène, mais pas de cirrhose et pas d'hypertension portale. Groupe 3, foie normal ou foie homogène, mais hyperéchogène. Et vous voyez de façon tout à fait claire que les valeurs d'élastométrie au fibroscan ou à l'échographie shear wave sont tout à fait discriminantes entre les 3 groupes avec une différence significative, et qu'en revanche, les résultats à l'IRM, eh bien, on n'a pas observé de différence significative des valeurs d'élastométrie entre les enfants du groupe 2 et du groupe 3, et ça n'est pas lié à une mauvaise performance de l'élastographie, c'est lié au fait que l'élastographie permet de diagnostiquer beaucoup plus précocement des lésions de fibrose focale non visibles à l'échographie et qui n'apparaissent pas également, ne sont pas évoquées à l'élastométrie par fibroscan ou élastométrie shear wave. Vous voyez ici, pour exemple, ce patient de 15 ans qui faisait partie de ceux qui n'avaient aucun signe clinique d'atteinte hépatique, qui avait une biologie normale, un fibroscan normal, une échographie shear wave normale. Eh bien, à l'ERM, il avait les valeurs augmentées, essentiellement liées, et là, il y a la flèche vous indique, à une zone de fibrose focale qui majorait donc la valeur d'élastométrie. Enfin, voici un algorithme que l'on peut proposer en 2020 pour le diagnostic d'une atteinte hépatique chez ces patients. Entre ceux qui ont des signes d'atteinte hépatique et ou d'hypertension portale, eh bien, on suggère de réaliser une IRM abdominale, voire une bili-IRM, une fibroscopie, bien sûr, s'il y a des signes d'hypertension portale, et une biopsie hépatique dans ce contexte-là, s'il y a des signes qui évoquent une autre maladie associée, bien sûr. Et dans les situations où il y a une hypertension portale sans cirrhose, eh bien, en fonction du contexte, et notamment dans le cadre d'une discussion de transplantation pulmonaire, eh bien, d'envisager une phlébographie sushépatique pour prise de pression et une biopsie par voie transjugulaire pour confirmer l'absence de cirrhose, car dans ce contexte-là, il n'y a pas obligatoirement d'indication à une transplantation hépatique. Enfin, les perspectives thérapeutiques, ce sont bien sûr les traitements modulateurs de CFTR pour lesquels il y a un espoir de prévention, un espoir important de prévention du développement d'une atteinte hépatobiliaire et de la progression de la fibrose. On a quelques données préliminaires, notamment de normalisation de la biologie hépatique et de l'activité gamma-GT sous traitement, des données également qui laissent penser que globalement le traitement est bien toléré, et nous sommes actuellement en train de rédiger des recommandations pour le suivi et la datation posologique, notamment chez les patients atteints d'une maladie du foie, avec la mise en place d'un suivi thérapeutique par dosage sanguin. Eh bien voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Dominique pour cette présentation. On se retrouve à la fin de la table ronde pour les questions. Bonjour, je me propose de vous exposer les données acquises par le Centre de référence de Lyon durant ces 30 dernières années.
Mes liens d'intérêt sont constitués par des documents pédagogiques, des participations à des symposiums et comités scientifiques. Cette présentation va vous rappeler ce qu'est la maladie de Wilson, la démarche diagnostique, les principes du traitement et de l'organisation des soins. La maladie de Wilson est une maladie du XXe siècle. Elle est décrite en 1912, sont ensuite mis en évidence le rôle du cuivre, la place de la céruloplasmine, le traitement par la dépénicillamine, enfin sont identifiés le gène et la protéine en cause. La maladie de Wilson est une maladie génétique en relation avec une mutation du gène ATP7B. Ce gène, au niveau du foie, exprime la protéine ATP7B qui permet d'excréter l'excès de cuivre stocké par le foie dans la bile, d'associer le cuivre à l'apocéruloplasmine pour le distribuer dans l'organisme. Les mutations sur ATP7B s'opposent à l'excrétion biliaire du cuivre en excès et sont responsables d'une intoxication chronique au cuivre, d'abord hépatique, puis systémique. Cette maladie est donc en premier lieu une maladie hépatique liée à l'accumulation de cuivre dans le foie. Les lésions histologiques seront d'abord une stéatose micro- et macrovasculaire, puis une inflammation portale, ensuite apparition de lésions de fibrose évoluant progressivement vers une cirrhose. Ainsi, il faut retenir que devant une stéatose ou devant une inflammation portale, les deux pouvant être associés, il faut toujours évoquer une maladie de Wilson. Les tableaux cliniques sont variés car reflètent d'une dynamique de surcharge en cuivre propre à chaque individu. Ainsi, pendant de nombreuses années, le malade peut être asymptomatique et présenter une simple cytolyse. Dans des délais variables, la maladie évolue vers une cirrhose avec à tout moment un risque de décompensation sous forme d'une insuffisance hépatique aiguë. Ce travail déjà ancien vous rappelle la place primordiale de la maladie de Wilson chez l'enfant, présentant une cytolyse apparemment isolée. Vous noterez que la maladie de Wilson apparaît dans cette étude réalisée chez des enfants âgés de 1 à 18 ans comme étant la première cause à évoquer devant les autres pathologies métaboliques et dysimmunitaires. Si l'accumulation de cuivre dans le foie se fait progressivement et de façon variable selon les sujets, il est exceptionnel d'observer une atteinte hépatique avec cytolyse avant l'âge de 3 ans. Le plus souvent, la maladie est observée entre l'âge de 3 et de 30 ans. Il faut aussi noter que l'atteinte hépatique peut rester modérée tout au long de la vie. Cette observation illustre bien la grande variabilité phénotypique de la maladie en rapportant le cas d'un enfant âgé de 10 ans qui présente une forme hépatique classique avec cytolyse et hépatomégalie, alors que son père, lui-même porteur de la maladie, présente une simple stéatose sans cytolyse. Les données du registre national permettent de bien positionner la maladie de Wilson dans le cadre des hépatopathies chroniques et aiguës de l'enfant. Le diagnostic est réalisé à un âge moyen de 10 ans. Dans 21% des cas, la maladie est sévère, nécessitant une transplantation hépatique. Le plus souvent alors, pour un tableau d'hépatite fulminante. Un anneau de Kayser-Fleischer n'est présent que dans 31% des cas. Les formes neurologiques pédiatriques apparaissent plus tardivement, à un âge moyen de 14 ans et demi. La symptomatologie est alors bien connue, dysarthrie, micrographie, dystonie et tremblement sont diversement associés. Le registre nous confirme aussi que la maladie hépatique est le plus souvent diagnostiquée avant 30 ans et que l'atteinte neurologique apparaît après 10 ans. En effet, après une période d'accumulation dans le foie, le cuivre est relargué dans l'organisme.
Il va alors s'accumuler en particulier au niveau du cerveau, électivement au niveau des noyaux gris centraux, mais aussi au niveau de la cornée, où il sera responsable de la formation d'un anneau de Kayser-Fleischer. Dans les globules rouges, il pourra être à l'origine d'une hémolyse. Il s'accumule aussi dans d'autres organes comme les reins, les os et le cœur. La maladie de Wilson est donc aussi une maladie neurologique qui, dans tous les cas, est associée à une atteinte hépatique, elle-même d'intensité variable. Chez l'enfant, la maladie neurologique apparaît en moyenne 4 ans après la maladie hépatique. La maladie de Wilson est une maladie génétique qui se transmet sur le mode récessif autosomique avec une prévalence comprise entre 1 sur 30 000 à 1 sur 50 000. Le portage hétérozygote était évalué à un sujet sur 90, mais serait beaucoup plus fréquent. Ce phénomène est expliqué en particulier par un sous-diagnostic probable de la maladie. Ainsi, la prévalence de la maladie de Wilson pourrait être 10 fois supérieure à celle calculée sur la simple base de données épidémiologiques. Nous allons maintenant voir comment aborder la démarche diagnostique. La première étape du diagnostic consiste à caractériser l'anomalie du métabolisme du cuivre en réalisant un bilan cuprique. Pour que votre démarche soit pertinente, elle doit intégrer le fait que la dynamique de la surcharge varie selon les sujets, et donc qu'il faudra prendre en compte, en particulier, l'âge du patient et son tableau clinique. D'autres facteurs pourront être aussi pris en compte, en particulier facteurs diététiques et de traitement. Les outils dont vous disposez sont le dosage de la céruloplasmine, qui est la protéine transporteuse, et le dosage du cuivre dans le sérum, les urines ou les tissus. Dans le sang, il faut rappeler que le cuivre est présent sous deux formes. Pour plus de 90%, le cuivre est lié à la céruloplasmine, il est alors sous une forme non toxique. Pour une faible part, le cuivre est libre, cela correspond à la fraction toxique du cuivre. Comment utiliser et comment comprendre ces outils? La céruloplasmine et le dosage de base, c'est un dosage simple et fiable. Par contre, la céruloplasmine n'est abaissée que de façon inconstante. Le dosage du cuivre sérique correspond habituellement à la cuprémie, mais celle-ci est surtout le reflet du cuivre lié à la céruloplasmine. C'est donc un dosage peu fiable, car lié au taux de céruloplasmine qui peuvent être normaux. On utilise plus volontiers le dosage de la fraction toxique du cuivre. Il s'agit du cuivre libre, qui peut être calculé et qui est donc peu fiable, et surtout actuellement le cuivre échangeable, ou mieux le REC, rapport du cuivre échangeable sur le cuivre total, qui est le résultat d'un dosage direct après prélèvement sur EDTA. Le cuivre urinaire est le troisième paramètre qui est couramment utilisé, soit sous forme de cuprerie simple ou de cuprerie dite sensibilisée par la prise d'épénicillamine. Le dosage tissulaire concerne en pratique, lui, essentiellement les dosages sur biopsie de foie. Il faut noter qu'en règle, on s'appuiera sur plusieurs marqueurs concordants pour valider le diagnostic de surcharge en cuivre. Il faudra donc toujours interpréter les données selon le contexte, comme le montre l'exemple des cupreries qui vont être décrites dans les diapositives suivantes. Les cupreries sont une aide au diagnostic et le traitement chélateur sensibilise la technique permettant de différencier les sujets sains des patients hétérozygotes et homozygotes. Ces données sont des données historiques datant de 1967, qui restent une des bases du diagnostic de la maladie de Wilson, si on retient bien les deux éléments suivants. Les patients avaient un âge moyen de 15 ans
Il s'agissait de patients présentant une atteinte hépatique. On peut dire aussi que les cupreries ne sont pas une aide au diagnostic. En effet, si on prend une population plus jeune, et dans cette étude, l'âge moyen des enfants était de 6 ans, et qui présente une simple cytolyse, ou qui sont identifiés par un dépistage familial, et qui donc par définition ont une surcharge cuprique modérée, la technique de la cuprerie est en difficulté avec une sensibilité moindre. Suspectée sur les données du bilan cuprique, la maladie de Wilson va être confirmée dans plus de 95% des cas par la mise en évidence de mutations. On retiendra de l'analyse génétique qu'il existe plus de 800 mutations décrites et qu'elles n'expliquent pas les variations phénotypiques. Le raisonnement pour arriver au diagnostic peut être guidé en utilisant des scores. Le plus connu de ces scores est le score de Ferenczi. Toutefois, il faut signaler que le raisonnement doit primer, car possiblement ce score permet de faire le diagnostic de maladie de Wilson par excès chez des sujets hétérozygotes. En pratique, on peut retenir que pour une forme hépatique, pour faire le diagnostic, il faut doser la céruloplasmine, faire une cuprerie de base et après des pénicillamines, évaluer le taux de cuivre toxique sérique de façon préférentielle avec le cuivre échangeable, et ensuite confirmer le diagnostic par la recherche des mutations. En cas de doute, on pourra proposer le dosage du cuivre hépatique. Une fois le diagnostic réalisé, le traitement va être mis en œuvre. Ce traitement comporte 2 phases. Après évaluation de la surcharge cuprique et de ses conséquences, on va chercher à éliminer la surcharge, puis ensuite à équilibrer les entrées et les sorties. La prise en charge diététique initiale va donc viser à ne pas aggraver la surcharge cuprique. C'est dans ce contexte qu'il est important de bien connaître la composition en cuivre des différents aliments et de faire un régime strict. Il faudra ensuite savoir que sous traitement chélateur, on peut éliminer entre 1 et 3 mg de cuivre par jour, que les entrées et sorties devront être équilibrées et que la cuprerie est un bon indicateur de l'élimination du cuivre. Ces données peuvent être résumées de la façon suivante. Les apports seront strictement limités en cas d'insuffisance hépatique. Dans les autres situations, ils seront adaptés au bilan entrée-sortie ou apport-élimination, en particulier grâce aux cupreries. Les médicaments disponibles en 2021 sont d'une part les chélateurs du cuivre. Ils permettent d'augmenter l'excrétion urinaire de cuivre. Il s'agit de la dépénicillamine et de la famille du triéthylène tétramine, avec des produits utilisés soit à température ambiante, soit conservés au frigo à 4 degrés. D'autre part, du zinc qui inhibe l'absorption intestinale du cuivre. Quelles sont les différences fondamentales entre ces 2 types de molécules? Le zinc est un médicament d'action lente, surtout utilisé en cas de surcharge modérée. Comme le montre cette étude, il faut noter qu'il existe des patients qui ne répondent pas ou qui vont échapper à ce type de traitement. En ce qui concerne la famille des chélateurs, il faut noter, comme cela est montré sur ces graphiques, que la triantine est mieux tolérée que la dépénicillamine, mais il faut aussi savoir que son efficacité comme chélateur est un peu plus faible, et à posologie équivalente, on considère que la capacité de chélation de ces molécules est de 25 à 30% plus faible. On peut donc résumer la situation de la façon suivante. Le médicament le plus efficace est la dépénicillamine. Il est plus efficace que la triantine et que le zinc, mais ses effets secondaires sont beaucoup plus importants que les 2 autres médicaments.
La dépénicillamide va donc rester le traitement de référence des formes hépatiques symptomatiques. Il faut noter que sous traitement par dépénicillamide, en moyenne, on peut contrôler la surcharge cuprique hépatique en 12 à 18 mois. Parmi les autres possibilités de traitement, 2 sont adaptées à des situations particulières. Il s'agit de la transplantation hépatique, qui sera indiquée pour les patients qui présentent une insuffisance hépatique aiguë ou une cirrhose décompensée, mais aussi possible dans certaines formes avec atteinte neurologique. Les techniques d'épuration sont utilisées quant à elles chez les patients en réanimation. Cette diapositive de la cohorte France montre que la transplantation hépatique est essentiellement réalisée en cas d'insuffisance hépatique aiguë, et en particulier chez l'enfant, et qu'elle est aussi utilisée préférentiellement chez l'adulte jeune. Il est aussi important de noter que dans l'indication de transplantation hépatique, la présence d'une atteinte neurologique sera un facteur de mauvais pronostic. En conclusion, il nous faut rappeler que la maladie de Wilson a donc une place centrale en hépatologie pédiatrique, mais aussi chez l'adulte. Son diagnostic repose sur la mise en évidence d'une anomalie du métabolisme du cuivre, puis la recherche de mutations. Il existe des traitements simples à mettre en œuvre, et de nombreux projets de recherche clinique et fondamentale existent pour améliorer à la fois le diagnostic et la prise en charge. N'oubliez pas aussi qu'il existe un centre de référence et des centres de compétences qui sont là pour vous aider et qui maillent l'ensemble du territoire. Ils travaillent en coopération avec les associations de patients et les collègues des autres pays, en particulier par l'intermédiaire de l'ERN. N'hésitez donc pas à nous contacter pour de simples conseils ou pour organiser une RCP, que ce soit avec le centre de référence de Paris ou de Lyon. Vos contacts à Lyon sont, je vous le rappelle, le docteur Couchonal, M. Abdel Belmali comme chef de projet, Muriel Boss comme biologiste. Je vous remercie. Merci beaucoup Alain pour cette présentation très claire et comme avec Dominique et Mathias, on se retrouve en fin de table ronde pour les questions. Je pense que c'est bon. Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, je remercie les organisateurs du groupe francophone de me permettre de participer à cette table ronde en compagnie de mes collègues. Et donc, je vais tâcher de vous présenter sur les 10 minutes qui viennent l'actualité sur le déficit en alpha-antitrypsine et notamment sur l'atteinte hépatique des enfants. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt à rapporter. Donc, on va balayer ces items et vu que le temps est compté, on va aller directement droit au but avec des notions de physiopathologie qui sont maintenant communément reconnues, c'est-à-dire que le déficit en alpha-antitrypsine est un modèle de maladie conformationnelle avec à la base un mauvais repliement de la protéine mutée, la protéine alpha-antitrypsine Z, qui va être responsable d'un gain de fonction au niveau du foie, qui va entraîner l'atteinte hépatique avec de la fibrose et de la cirrhose, liée notamment à un stress protéotoxique au niveau du foie, lié aux voies de dégradation de cette protéine mutée par le réticulum endoplasmique et l'autophagie. Et l'atteinte, finalement, cette protéine qui va être diminuée dans la circulation sanguine va entraîner une perte de fonction au niveau pulmonaire qui va être responsable de l'emphysème en lien avec la diminution de l'activité antiprotéase. Donc, ces notions sont importantes à avoir en tête puisque les approches thérapeutiques vont être similaires à d'autres pathologies, comme notamment dans certaines démences. Sur le plan génétique, il n'y a pas de grande nouveauté. Comme vous le savez, l'allèle responsable du phénotype le plus sévère est l'allèle Z, à la différence de l'allèle M qui est le phénotype, qui est l'allèle sauvage. Donc, en cas d'homozygosie Z, le phénotype hépatique va être le plus sévère. En fait, il existe plus d'une centaine de variants décrits qui ont toutes une signification différente
que ce soit pour le foie ou pour le poumon. Et donc, on a mis en place une base des variants humains de l'alpha-antitrypsine qui est disponible à cette adresse et donc qui vous permet, lorsque vous identifiez un variant que vous ne connaissez pas, de le rechercher et d'avoir accès à ses caractéristiques, que ce soit sur le plan génétique, biologique également, avec sa concentration d'alpha-antitrypsine habituelle, son activité anti-élastasique pour les pneumologues, et puis des données également épidémiologiques et les références en lien avec ces données. Donc, cette base est dès maintenant disponible, avec près d'une 50aine de variants remplis, renseignés actuellement, et donc on poursuit l'implémentation de cette base, qui est un outil intéressant. Concernant l'histologie, pas de grande nouveauté. Comme vous le savez, l'atteinte hépatique est variable, et notamment chez les nourrissons, on peut ne pas mettre en évidence les inclusions globulaires qui réagissent à l'acide périodique de Schiff, contrairement à ce que l'on peut voir chez les enfants plus grands et des adultes. Et donc, on s'intéresse dans le cadre de l'ERN Rare Liver à étudier et comparer l'histologie hépatique des adultes et des enfants. Donc, on vous présentera des résultats prochainement. Quelques données d'actualité sur la cohorte Défi Alpha à laquelle nombreux d'entre vous participent. Donc, actuellement, il y a plus de 200 enfants inclus dans cette cohorte que l'on a publiée donc, il y a 2 ans maintenant, avec les caractéristiques qui finalement sont assez stables, c'est-à-dire qu'il y a 17% de patients qui présentent une atteinte sévère caractérisée par une hypertension portale et près de la moitié de la cohorte qui a une atteinte modérée au diagnostic. Donc, en gros, près de 2 tiers des patients ont une atteinte qu'on peut qualifier de significative au diagnostic. Mais ce que l'on observe là, avec un recul de 7 ans en moyenne maintenant sur le début de cette cohorte, c'est que près de 2 tiers des patients améliorent leur bilan hépatique avec le suivi, voire le normalisent, ou des anomalies qui peuvent rester fluctuantes, et donc des patients qui finalement n'évoluent pas vers des formes sévères. Donc, on avait également montré que, en recherchant les facteurs pronostiques d'atteinte hépatique sévère, que la cholestase néonatale était associée à un surrisque d'hypertension portale dans la cohorte. Et puis, on avait montré également que l'atteinte hépatique n'était pas restreinte au phénotype Z, mais qu'elle était également associée, qu'elle pouvait être due à d'autres phénotypes hétérozygotes ou avec des allèles plus rares. Et donc, ce qu'il faut surtout retenir de cette actualité, c'est que les inclusions dans la cohorte continuent, et donc on vous invite à nous solliciter pour inclure vos patients qui présentent un déficit en alpha-antitrypsine, quel que soit le phénotype, puisque, donc, comme vous le savez, cette cohorte avait comme projet secondaire d'identifier des polymorphismes génétiques d'atteinte hépatique sévère, donc avec certains polymorphismes qui ont été identifiés, d'autres qui ont été infirmés alors qu'ils étaient évoqués dans la littérature. Et puis cette année, on a mis en évidence un nouveau polymorphisme du gène SORL1 qui, lui, pourrait prévenir l'évolution vers une hypertension portale et serait donc protecteur. Donc le papier a été soumis récemment. Un mot concernant les hétérozygotes, pour dire qu'il ne faut pas les négliger. C'est maintenant communément reconnu que les patients qui présentent un allèle Z à l'état hétérozygote ont un surrisque de développer une fibrose hépatique dans les hépatopathies chroniques. Chez l'adulte, les hépatopathies alcooliques, mais également non alcooliques, les non-alcooliques fatty liver disease, et également chez l'enfant avec un surrisque de pathologies sévères dans l'atrésie des voies biliaires notamment. Un mot sur peut-être une nouveauté, l'atteinte pulmonaire. Alors, si on était en amphi ou dans une salle, j'en entendrais peut-être déjà dire que ça n'existe pas chez l'enfant. Oui, mais en fait, c'est sans compter sur les progrès des explorations fonctionnelles respiratoires de nos amis pneumologues. En fait, sur une exploration fonctionnelle classique, on va mesurer le VEMS, qui va explorer les grosses voies aériennes. En fait, ils ont développé un outil récemment qui est assez simple d'utilisation, qui est l'index de clairance pulmonaire et qui permet d'évaluer la cinétique de rinçage d'un gaz inerte et qui permettrait d'explorer précocement des dysfonctions des voies aériennes distales. Et donc, dans le déficit en alpha-antitrypsine, ça a été étudié récemment par une équipe allemande où ils ont évalué une population de patients déficitaires en alpha-antitrypsine et on voit que ce LCI est élevé
et donc témoigne d'une atteinte respiratoire précoce dans cette population. Et puis on voit qu'il y a quand même certains enfants, alors on ne sait pas précisément combien, mais quand on regarde sur ce graphe, on voit qu'il y en a peut-être une quarantaine, et parmi eux, peut-être 20% des sujets pédiatriques qui ont un LCI élevé malgré un VEMS normal. Et donc on pourrait imaginer que les patients présentent une atteinte précoce infraclinique. Et donc c'est ce qu'on a commencé à travailler avec nos collègues pneumologues à Lyon. Pour le moment, ce n'est pas encore généralisé. Il y a quelques patients à Necker également, mais cette technique n'est pas disponible par tous les pneumologues. C'est en train de se développer. Mais on a évalué une douzaine de patients pour lesquels on a réalisé cette mesure du LCI pour voir s'il y a une atteinte précoce. On a peut-être une tendance à l'augmentation, mais pour le moment, rien de significatif. Mais surtout, on voit qu'il y a peut-être près de la moitié des patients qui ont été évalués qui ont un LCI élevé, et donc possiblement une atteinte pulmonaire qui pourrait être infraclinique précoce. Donc, on va vous solliciter rapidement dans ce cadre pour essayer de mettre en place un projet à plus large échelle lorsque les équipes de pneumologie seront dotées de l'outil. Concernant le diagnostic et le suivi, alors pour le diagnostic, rien de bien nouveau, si ce n'est que maintenant il est communément reconnu que le diagnostic de déficit en alpha-antitrypsine se fait avec une concentration d'alpha-1 inférieure à 1,1 g par litre, et que lorsque vous êtes dans cette situation, il faut réaliser un phénotypage. Certains proposent de le faire même d'emblée avec le dosage de l'alpha-1, et puis qu'en cas de doute, avec une concentration qui ne semble pas cohérente avec un phénotypage, on peut réaliser un génotypage en mettant en évidence là où les mutations génétiques. Concernant le suivi, un outil qui est de plus en plus utilisé, c'est le FibroScan, bien sûr, qui est validé maintenant chez l'adulte, notamment récemment avec ce papier des hépatologues lyonnais qui a montré que le FibroScan pouvait être corrélé à l'atteinte hépatique sévère du déficit en alpha-antitrypsine. Et puis, les Américains ont montré à travers leur registre de cholestase néonatale que le FibroScan était associé à l'hypertension portale et à une atteinte hépatique sévère dans des hépatopathies cholestatiques, dont le déficit en alpha-antitrypsine. Ce qui sera intéressant de l'évaluer. Ces deux études n'évaluent pas le FibroScan versus la biopsie, puisque, bien sûr, c'est un geste qui est rarement fait dans le déficit en alpha-antitrypsine. Un article récent sur un thème à la mode qui est la transition, mais finalement, rien de bien nouveau. Il faut bien sûr envisager un suivi hépato-adulte minimum une fois par an et plus si la maladie hépatique est progressive, et puis l'adresser au pneumologue dès l'adolescence pour des explorations fonctionnelles respiratoires régulières. Concernant les traitements, à ce jour, le seul traitement de l'atteinte hépatique reste la transplantation hépatique. Donc, c'est la première cause génétique de transplantation hépatique chez l'enfant. J'ai mis les références là, et notamment celle du registre européen des transplantations hépatiques, qui date un petit peu, mais pour le moment, ce sont les données que nous avons. Et puis, c'est une transplantation hépatique, comme vous le savez, qui est de bon pronostic, et ça a été montré récemment également avec certains patients de la cohorte DEFI alpha devenus adultes. Et on voit qu'à 20 ans, il y a une survie des patients de près de 90%, une survie du greffon de près de 80%. Donc, des très bons résultats pour de la transplantation hépatique. Concernant les thérapeutiques futures, il y a pas mal de molécules à l'essai, notamment ce qui est à la mode actuellement et ce qui semble fonctionner avec des études qui se mettent en place chez l'adulte, c'est de réduire la production de l'alpha-antitrypsine Z par des techniques de siRNA. Et donc, il y a un papier qui est sorti récemment qui montre que ce siRNA permet une diminution de la concentration circulante, de la concentration sanguine d'alpha-antitrypsine Z, donc dans la circulation, et également dans le foie, avec une diminution des monomères et des polymères d'alpha-antitrypsine, ce qu'on voit également sur les biopsies en bas. Et puis sur le graphe à droite, c'est chez l'homme, on voit qu'une seule injection de ce traitement permet une diminution durable de la concentration d'alpha-antitrypsine dans le sang, et donc pourrait être un traitement facile d'utilisation. Actuellement, il y a un essai de phase 3 chez l'homme qui essaye de voir si ça permet de stabiliser, voire diminuer la fibrose hépatique. Ça semble être le cas chez la souris. Et avec le recul que l'on a actuellement, il ne semble pas y avoir de diminution du VEMS, donc d'altération de l'atteinte respiratoire, mais le recul n'est probablement pas assez long à ce jour. En tout cas, c'est assez prometteur pour l'avenir.
Donc, en conclusion, les nouveautés sur le déficit en alpha-antitrypsine, c'est cette base électronique des variants de l'alpha-antitrypsine que vous pouvez consulter dès maintenant. L'accord défi alpha qui continue et pour laquelle on vous encourage à inclure des patients, à nous solliciter sans problème pour cela, afin d'identifier de nouveaux polymorphismes génétiques et de valider sur des échantillons de patients plus larges ceux qui ont déjà été mis en évidence. On vous conseille et on recommande de ne pas négliger les hétérozygotes, voire de les dépister en cas d'atteinte hépatique, enfin en cas de maladie hépatique chronique autre, puisque c'est un cofacteur qui est maintenant reconnu et validé d'autres maladies hépatiques. L'atteinte pulmonaire chez l'enfant, on va vous solliciter rapidement pour essayer de mettre en évidence une atteinte et faire tomber le dogme de l'enfant qui n'est pas malade du poumon. Et puis les traitements, la transplantation hépatique encore et toujours, et puis ces traitements prometteurs, notamment le siRNA. Voilà, j'ai un petit peu dépassé, je suis désolé, je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à m'écrire pour les questions vu que le temps va être limité, je pense. Merci. Merci beaucoup Mathias et merci à tous les trois. Donc nous avons nos trois orateurs. Il n'y a pas beaucoup de questions pour l'instant. On peut peut-être commencer par une question. Camille à Dominique. Bonjour Dominique. Moi j'avais une question assez pratique. Est-ce que dans le bilan annuel, tu conseillerais plutôt de privilégier le fibroscan ou l'élastométrie couplée à l'échographie? Il n'y a pas de différence. On est passé un petit peu vite vu le peu de temps. Mais dans les travaux que nous avons réalisés, on a justement voulu comparer les deux techniques, fibroscan et élastométrie Shearwave. Et on montre que les deux sont tout à fait superposables. On a des valeurs discriminantes et c'est parfaitement deux examens concordants. Donc on peut utiliser l'un ou l'autre. La simplicité, le fibroscan est en général réalisé par un médecin, hépatologue ou gastro-entérologue. L'échographie, c'est le radiologue. Et si on doit comparer des valeurs entre centres, alors là, ça pose problème. Les fibroscans, les valeurs, il y a un appareil unique. Et donc, les valeurs obtenues au fibroscan peuvent être comparées d'un centre à l'autre, à partir du moment où c'est fait dans les mêmes conditions, chez le patient à jeun avec la bonne sonde. En revanche, l'élastographie Shearwave, c'est matériel dépendant et il est difficile de comparer les données d'un centre par rapport à un autre si l'équipement est différent. Merci. Nous n'avons toujours pas de questions. Et donc j'en poserai une à Alain Lachaud. Est-ce que finalement on continue à faire des dosages urinaires de cuivre, des cuivres dans les urines, à l'heure du REC, du cuivre échangeable sanguin, où celui-ci est suffisamment fiable pour se passer des urines, sont toujours problématiques à recueillir? Alors moi je reste un fanatique des cuveries. Alors évidemment, plus la technique REC va se développer, plus on pourra s'en passer possiblement. Et je pense qu'il est important de prendre en compte dans la maladie de Wilson, c'est que jusqu'à présent, il n'y a pas de marqueur unique qui permet de faire diagnostic et qu'on travaille essentiellement avec un faisceau d'arguments cliniques et biologiques avant de faire la biologie moléculaire. Et donc, je pense que ça reste quand même un examen assez fondamental, d'autant qu'on en aura besoin après pour aussi suivre l'efficacité du traitement. Donc, je reste, moi, assez persuadé que pour l'instant, les cuveries sont utiles. Très bien, merci. D'autant plus que les centres, je crois, qui sont experts, qui peuvent doser le REC, ne sont pas non plus diffus sur l'ensemble du territoire. Une question pour Mathias. Est-ce que les hétérozygotes pour le déficit en alpha-antitrypsine ont besoin d'un suivi particulier? C'est une très bonne question. C'est vrai que chez l'enfant, jusque-là, on ne les surveillait pas et je ne pense pas qu'il y ait eu de vraies catastrophes. Je pense que c'est quand même important de les voir, même si c'est de manière espacée, mais notamment à l'adolescence, lorsqu'il faut leur rappeler les mesures de prévention d'atteinte hépatique, telles que la consommation d'alcool à limiter, ou voilà, mettre à jour leur vaccination, notamment contre l'hépatite B et les préventions contre les NASH. Donc, je pense que c'est intéressant de les suivre et surtout lorsqu'ils ont une autre atteinte hépatique. Par contre, là, c'est vraiment important d'avoir un suivi régulier, à mon avis.
Merci beaucoup pour ces réponses à tous les trois. Malheureusement, le temps nous est compté et nous sommes obligés de passer à la séance AbbVie.